Tout d'abord, je tenais à remercier bien sûr Frédéric Péchat et puis Aurélie Cars pour nous avoir invités à venir vous parler du projet Symptômes, donc projet d'optimisation du parcours de soins en oncologie par imagerie simultanée TEP-IRM, ou en anglais Simultaneous MR PET in Oncology. Alors oui, merci encore. Je m'associe évidemment à Emmanuel. On va le faire à deux voix aussi, comme le topo tout à l'heure d'Anne Bertrand et de Marie-Odile Labert, parce que finalement c'est comme ça qu'on travaille, donc on va le faire à deux voix. Un petit mot sur Mondor, que certains d'entre vous connaissent, peut-être pas ceux qui viennent de plus loin. On est situé à Créteil, on est aussi adossé à une faculté de médecine, à un centre de recherche avec des équipes INSERM et puis des collaborations multiples qui ont un peu structuré le projet et qui ont fait en sorte qu'on a pu poser un projet qui était bien entendu centré sur de la recherche clinique et aussi sur un projet qui se veut beaucoup centré sur le soin. Donc je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour vous montrer quel est le cheminement qu'on a eu pour développer ce projet. Donc en fait l'imagerie hybride s'est imposée à nous un petit peu au milieu des années 2000 avec l'arrivée des premières caméras hybrides TEP-TDM. Alors, il se trouve que la TDM embarquée avait essentiellement un rôle pour la cartographie des coefficients d'atténuation et la correction d'atténuation et une meilleure localisation anatomique des foyers, mais très rapidement, on s'est positionné sur l'idée que ce scanner, qui était un véritable scanner, avec des détecteurs multibarrettes performants, devait être utilisé non seulement pour la correction d'atténuation, mais également pour faire de l'imagerie diagnostique. Ceci, bien entendu, à condition de se donner les moyens, à savoir un injecteur multiphasique qui nous permet de faire une injection de produits contraste. Alors, il y a deux approches possibles. Soit de réaliser une injection du scanner qui servira à réaliser la cartographie d'atténuation et donc la correction d'atténuation, mais on s'expose ici à un risque de modifier les valeurs de SUV en entraînant une surestimation, voire même de fausses images, là où le produit contraste est en forte concentration. Donc nous on a choisi la deuxième option qui est de réaliser une TEP-TDM comme d'habitude, low dose, suivie d'une TDM injectée full dose, ce qui nous permet de maintenir la qualité diagnostique des deux examens. C'est-à-dire que les SUV seront optimaux puisqu'on utilise un scanner low dose non injecté pour les calculer. Et puis la TDM sera réellement diagnostique, puisque ça sera fait en apnée, alors que le scanner de repérage est fait, bien entendu, en respiration libre, ce qui nous permet d'avoir deux examens qui sont réalisés l'un après l'autre au cours d'une même séance d'imagerie, ce qui présente comme avantage, bien entendu, pour le patient et pour les cliniciens, un seul rendez-vous, un seul déplacement à l'hôpital, des comptes rendus qui sont accessibles directement sur le PACS, mais au détriment, bien entendu, d'une légère augmentation de la dose et du temps machine. C'est pour ça qu'on se limite à 2-3 patients par jour pour ne pas avoir à supprimer un créneau TEP par jour. Alors dans le choix qui a été fait sur la machine, on s'était dit ensuite que pour évoluer vers cette technologie TEP-IRM, ça va être important dans ce qui a été dit, le goal qu'on s'était fixé, c'était vraiment d'aller dans l'imagerie one-shot, c'est-à-dire de pouvoir effectivement bénéficier de l'éventail des contrastes IRM dans les différentes situations cliniques qu'on a pu choisir, et puis d'avoir des informations qui soient complémentaires avec un apport diagnostique des deux modalités. Et ce terme d'imagerie one-shot, on essayait de le pousser un petit peu jusqu'au bout en essayant d'utiliser un peu les avantages qui ont été cités, bien entendu, les avantages de combiner l'IRM à la TEP plutôt que le scanner à la TEP, avec encore des limites, bien sûr, puisque on sait que notamment tout ce qui est l'imagerie pulmonaire, et on sait qu'en oncologie c'est important, ça reste encore une limite aujourd'hui de la TEP-IRM. Mais quand on parle d'imagerie one-shot, notre but c'est de dire qu'un patient qui bénéficie d'une TEP-IRM, logiquement ne doit pas rebénéficier derrière d'une autre TEP ou d'une autre IRM seule, sans quoi ça veut dire qu'on n'a pas réalisé une TEP-IRM qui est la meilleure combinaison des deux, mais qu'on a dégradé un examen par rapport à un autre et qu'on est obligé de le refaire. Donc c'est vraiment ça un petit peu notre objectif, et c'est ça qu'on va essayer de travailler, de voir si c'est effectivement atteignable comme objectif en routine clinique. Alors un mot sur la situation actuelle, on l'a déjà vu, et sur le développement des papiers, et si on est là ce soir pour en parler, vous êtes aussi nombreux quand même, c'est qu'il y a un intérêt manifeste pour la TEP-IRM, donc je ne reviens pas là-dessus. Et donc voilà, le choix de la machine, Emmanuel. Alors le choix de la machine, donc au terme d'un appel d'offres qui s'est déroulé en fin 2016, donc ça a été la machine Biograph MMR,
qui avait quelques contraintes d'implantation, comme vous pouvez le voir. Donc on a pu quand même l'implanter juste à l'entrée du service et en miroir par rapport à la tête TDM qui serait située ici, avec une salle de commande commune, et puis ici une grande salle d'interprétation avec 5 postes triple écran de console PAX. Voilà, donc la machine a été livrée en avril et puis mise en service mi-juin. Et donc dans ce projet d'optimisation du parcours de soins en oncologie, on s'était donné 3 work packages qu'on a donc défendus pendant les 4 ans du projet, donc depuis 2013 jusqu'à maintenant. Donc les trois work packages, bien entendu, s'appuient sur des cohortes de patients qui sont particulièrement représentés au CHU Henri Mondor. Alors tout d'abord les lymphomes. Alors dans les lymphomes, vous savez parfaitement que la TEP est devenue maintenant incontournable pour l'évaluation des traitements, puisqu'on est capable d'identifier très précocement les patients bons répondeurs, après seulement quelques cycles de chimiothérapie, et qui auront un très bon pronostic, par rapport aux patients mauvais répondeurs, qui eux auront une réduction métabolique beaucoup plus faible, et voire même une reprise évolutive si on continue le même régime de traitement. Donc l'idée qui sous-tend bien entendu cette réponse précoce, c'est de pouvoir éventuellement adapter les thérapies, faire du traitement sur mesure, en fonction de la réponse précoce. Donc ça c'est pour l'aspect TEP. Toutefois, il existe des écueils, et notamment vous voyez ici chez cette patiente qui était suivie pour un lymphome de Hodgkin, qui avait initialement une volumineuse masse médiastinale qui était en réponse complète à l'issue du traitement. Il réapparaît ici une lésion latéralisée à droite. Donc là, il y a 2 options. Soit c'est une récidive tumorale, puisque c'était un site initial de la maladie, soit c'est un rebond thymique, puisque c'était quelques mois après la fin du traitement. Et là, l'IRM, avec les différentes séquences, bien entendu les séquences pondérées en diffusion, mais également les séquences Dixon en phase et en opposition de phase, permettent d'avoir la certitude qu'il n'y a pas de tumeur et qu'il s'agit d'un rebond thymique. Donc il y a une vraie complémentarité entre la TEP et l'IRM, dans notamment les hémopathies lymphoïdes et les lymphomes. Donc on avait démarré cette étude qu'on a surnommée Adamantius en 2011. On a maintenant inclus, on a fini les inclusions, 120 patients. Bien entendu, c'était sur 2 machines séparées, puisque la machine est arrivée finalement à la fin de l'étude. Seuls peut-être les 2 derniers patients ont pu bénéficier de cette technologie TEP-IRM. Voilà pour le premier work package. Deuxième work package, c'était la neurofibromatose. Alors, ce n'est pas un cancer à proprement parler, c'est même une pathologie bénigne, enfin c'est des tumeurs bénignes, les neurofibromes. Par contre, c'est une maladie fréquente, et les patients qui développent ce type de tumeur ont un risque beaucoup plus élevé que la population générale de développer un cancer, il est multiplié par 4. Alors, il faut savoir qu'à Henri Mondor, il y a le centre de référence neurofibromatose qui coordonne tous les centres experts français. Donc on a ici un recrutement qui couvre tout le territoire. Et les équipes de dermatologie avaient déjà identifié des facteurs de risque de transformation de ces neurofibromes en tumeurs malignes des gaines nerveuses, des facteurs de risque cliniques, donc un phénotype à risque qui repose sur des arguments cliniques tels que le nombre de neurofibromes sous-cutanés, le nombre de taches café au lait, etc. De manière à identifier les patients qui ont un risque de transformation. Et puis est venue la TEP. Donc petit à petit, ils ont commencé à nous demander des examens TEP depuis une dizaine d'années. Et effectivement, on voit que ces neurofibromes qui vont présenter un hypermétabolisme ont beaucoup plus de chances de dégénérer vers une tumeur maligne des gaines nerveuses. Donc on s'est intéressé sur une petite étude rétrospective d'une 50aine de patients à mesurer l'impact pronostique des différentes métriques que l'on peut tirer de l'imagerie TEP. Donc le SUV max, le TLG, le TNTV, et vous voyez qu'avec des cut-offs, ici à 4,5, 377, 88, on arrive très très bien à séparer les populations qui vont présenter une dégénérescence de ces neurofibromes en tumeurs malignes des gaines nerveuses, et donc avoir une survie réduite par rapport à ceux qui n'auront pas de dégénérescence. Puis
puis le dernier Work Package était un Work Package qui est centré sur l'oncologie digestive et notamment sur le carcinome hépatocellulaire qui nous occupe beaucoup à Henri Mondor, avec là un concept qui est, on sait que l'imagerie diagnostique a fait d'énormes progrès et que finalement faire un diagnostic de carcinome hépatocellulaire aujourd'hui, c'est relativement simple, que ce soit en IRM et en scanner. La vraie question aujourd'hui, c'est l'enjeu, c'est celle du pronostic. Et dans ce cadre-là, c'est évident que combiner des informations d'ordre métabolique avec des informations fonctionnelles en plus des informations anatomiques classiques était quelque chose de très intéressant. Et vous savez évidemment qu'on est capable de distinguer finalement des profils de carcinome hépatocellulaire, on va dire pour faire simple, bien différenciés versus d'autres peu différenciés, dont les perspectives d'évolution sur la même stratégie thérapeutique sont totalement différents. Or, il y a un enjeu pour le carcinome hépatocellulaire, c'est quel patient on met dans un programme de transplantation hépatique. Et avant d'arriver à la transplantation hépatique, quel conditionnement, quel traitement faire, qu'on appelle le traitement d'attente avant la transplantation hépatique. Et dans ce cadre-là, il nous semble évident que la combinaison des deux, IRM et information métabolique, paraît très intéressante. Vous connaissez notamment les études premières de Lee qui avaient montré qu'on était capable, ne serait-ce qu'avec une TEP au 18 FDG, TEP scan, de distinguer des profils d'évolution différents en fonction du degré de capture du FDG, du traceur en intrahépatique. Alors ce qu'on s'est amusé à faire, et pour l'instant encore une fois uniquement sur des acquisitions séquentielles séparées, on avait commencé à regarder si effectivement la combinaison de différents traceurs, et notamment le FDG ou la fluorocholine, combinée aux informations d'IRM, en évaluant les différents paramètres de signaux qu'on connaît et qui sont utilisés dans les lexiques de référence type l'IRADS, pouvait s'intégrer, pouvait montrer des profils différents en termes d'évolution tumorale. Et c'est ça qui nous a conduit aussi à mettre ça comme un des work packages d'intérêt pour nous, c'est-à-dire montrer si la combinaison des deux en TEP IRM en acquisition simultanée permet de dégager des profils de tumeurs qui sont différents. Ici, pour vous montrer que cette tumeur qui en IRM est une large tumeur du lobe gauche, dans le segment 3 en antérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'en dehors de dire qu'elle est hétérogène en IRM, on n'a pas beaucoup d'autres informations à dire, alors qu'on voit très bien que le degré de capture du FDG est très marqué au centre de la tumeur, beaucoup moins présent en périphérie, ce qui pourrait vouloir dire, par exemple, si on voulait faire des gestes particuliers, là encore une fois, de probablement devoir intensifier, par exemple, si c'est un geste percutané, l'application du micro-ondes au centre de la lésion par rapport à la périphérie, là où il y a probablement le contingent le plus agressif. Donc en fait, derrière tout ça, finalement, il y a un terme que vous connaissez bien qui est d'arriver à une espèce de phénotypage par l'imagerie des tumeurs et de rejoindre en ça la vaste famille de ce qu'on appelle la radiomique, c'est-à-dire d'arriver à avoir une caractérisation qui ne soit plus uniquement d'ordre dimensionnel, biométrique seul, mais avec des paramètres qui reflètent véritablement quelque chose qui est beaucoup plus proche du génome ou de l'expression génotypique que d'une simple expression phénotypique, d'où l'intégration, il nous semble, assez simple finalement de cette technologie TEP IRM dans ce qui sera la médecine personnalisée. Alors pour tout ça, il y a pas mal d'organisations à mettre en place. Voilà, donc ça c'était la théorie, ça c'était notre projet. C'est celui qu'on a défendu pendant 4 ans pour obtenir les financements et voir l'installation de cette machine. Donc maintenant comment ça se passe en pratique, une fois qu'elle est livrée. Donc tout d'abord, il y a une certaine organisation à mettre en place, notamment former les équipes de techniciens, bien entendu. Alors, chez nous, donc 3 manipulateurs radio sont référents pour la TEP IRM. Ils ont eu une formation préalable depuis 1 an à l'IRM, et puis ils apprennent à piloter la machine et vont ensuite transmettre aux autres leurs connaissances et leur expérience. Et à l'inverse, comme il s'agit d'un travail en double équipe, les manipulateurs radio venant de radio et de neuroradio sont eux formés à l'injection des traceurs, si bien qu'il y aura une véritable synergie entre les deux. Voilà, chacun apprend les uns des autres. Et puis on est bien épaulé dans le cadre du partenariat qu'on a conclu avec Siemens, puisqu'il y a 3 ingénieurs applications qui sont présents pour nous aider à développer les séquences d'imagerie et mettre en place cette activité. Alors en ce qui concerne le circuit des demandes, donc d'emblée, un peu comme l'a dit Aurélie Casse pour les tumeurs ORL, on s'appuie beaucoup sur les RCP auxquels on est présent. Alors je pense qu'on couvre à peu près toutes les RCP, avec tous les radiologues et tous les médecins nucléaires. On arrive à couvrir toutes les RCP, parfois on est en commun dans certaines RCP. Mais voilà, les discussions se font en RCP.
souvent, il s'agit de convertir ce qu'on avait prévu en TEP TDM vers la TEP IRM, ou ce qu'on avait prévu de faire que en IRM, de le convertir vers la TEP IRM. Donc il y a toujours une double validation des demandes. Une fois que la demande nous parvient, il y a une double validation, à la fois par un médecin nucléaire pour le choix du radiopharmaceutique le plus adapté, et à la fois pour la partie IRM, notamment sur le protocole, les séquences, corps entier, les séquences, les pas centrés. La planification des examens se fait, bien entendu, selon la durée des examens et les jours de livraison des différents médicaments radiopharmaceutiques. Alors pour l'instant, on n'a pas encore écrit toutes les procédures, hein. On est encore en phase un peu de tâtonnement. On essaye un petit peu toutes les séquences, on essaye d'optimiser, et puis on va rédiger ça avant la fin de l'année, vraiment sur les work packages, les essentiels en tout cas, qu'on vous a présentés. Voilà, et puis on s'appuie aussi sur les outils informatiques qui sont à notre disposition, puisqu'on s'est doté d'un système d'information radiologique, ce qui permet encore de faciliter les échanges, puisque nos collègues radiologues ou neuroradiologues qui sont dans leur service peuvent accéder au planning des examens, éventuellement faire des modifications, etc. Donc l'organisation des vacations, c'est toujours en double équipe. Donc il y a toujours un radiologue senior accompagné d'un radiologue junior, un médecin nucléaire senior accompagné d'un médecin nucléaire junior. C'est pour ça qu'on avait nos 4 stations triple écran dans la salle d'interprétation pour pouvoir fonctionner à 4. Alors effectivement l'activité était un peu faible cet été puisqu'on a démarré juste avant la période estivale avec les vacances des uns et des autres. Et on organise donc les vacations, alors d'une part en IRM seul, et d'autre part en TEP IRM. Donc voilà un petit peu le planning d'une semaine. Alors bien entendu, il va évoluer avec le temps, hein. Ça c'est un peu ce qu'on s'était fixé comme objectif. Donc on commence les 2 premières heures de la journée par faire que des IRM seuls, le temps de recevoir les patients qui vont être destinés à être injectés en radiotraceur et d'attendre l'heure de fixation, notamment du FDG. Et ensuite, on passe en mode TEP IRM. Vous voyez, donc, sur 10 vacations, il y a 5 vacations d'oncologie, avec une journée dédiée ici pour l'hémato-lymphoïde, ici le foie, ici le digestif, 3 vacations de neuro, puisque la DOPA est livrée donc, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, et de neuro-onco pour la neurofibromatose, et puis 2 vacations de cardio. Voilà, donc c'est très polyvalent, et finalement on va explorer beaucoup de pathologies, au-delà même des 3 work packages qu'on vous a présentés. Alors comment cela est-il possible? Tout simplement parce qu'on a pu implanter la machine exactement là où on voulait, c'est-à-dire en face de la TEP TDM, juste à l'entrée du service, ce qui permet d'avoir un double parcours froid, avec une salle de préparation pour les patients IRM donc qui viennent être préparés ici. Ils vont faire leur examen. Pendant ce temps, les patients destinés à être injectés en radiotraceur sont dirigés vers les box, et la zone chaude, vous voyez, est délimitée donc, par cette porte. Donc ça, c'est entre 7h30 et 9h30. Donc on commence 1 heure plus tôt qu'auparavant. Et puis, à partir de 9h30, vous voyez, la zone chaude est ici. Donc il n'y a plus de patients IRM froide qui passent, et tous les patients qui ont été préparés ici au niveau des box sont redirigés soit vers la TEP TDM, soit vers la TEP IRM. Donc ce schéma de fonctionnement a bien entendu été validé par l'ASN et nous permet donc d'optimiser encore plus le temps machine en réalisant des IRM froides en début de planning. Donc, notre objectif, il est moindre que ce que nous a présenté Aurélie tout à l'heure. Comme objectif, on avait présenté à l'ARS 4 patients IRM seuls tôt le matin, suivi de 6 patients TEP IRM. Bien entendu, tout cela va dépendre de l'optimisation que l'on fera, notamment pour réduire la longueur des séquences et la longueur des acquisitions TEP IRM. Donc ce travail d'optimisation, il est en cours. Voilà un exemple de protocole corps entier. Vous voyez, les séquences individuellement, elles ne sont pas très très longues, mais c'est vrai que mis bout à bout, ça peut faire des examens un peu longs. Pareil pour la partie TEP, on a testé toutes sortes de temps de reconstruction.
de manière à obtenir une qualité optimale. Voilà, et l'interprétation, tout comme ce qu'on avait fait pour la TEP TDM, elle se fait en double signature, et sur un seul compte rendu. Donc il y a un descriptif TEP, un descriptif IRM, et puis une conclusion commune. Et tout est mis sur le PAX dans les 24-48 heures. Voilà, donc juste un petit bilan d'activité.